Audio Jungle. Nous sommes le 31 décembre 2022, dernier jour de cette année. Bienvenue à toutes et à tous dans cette rétrospective, une rétrospective qui va s'atteler sur les grandes lignes de l'actualité économique au cours du dernier trimestre 2022. Une fois de plus, bienvenue. L'amélioration de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption font partie des quelques objectifs majeurs du programme économique du gouvernement de la République démocratique du Congo, soutenu par le Fonds monétaire international dans le cadre de sa facilité élargie de crédit FEC en sigle. Une délégation du FMI justement a été reçue au mois d'octobre à l'inspection générale des finances au regard de l'importance de ce service public, notamment dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Une délégation du Fonds monétaire international est venue rencontrer l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetti à son bureau de travail, dans le cadre de la 3e revue du programme du gouvernement, qui est soutenu par la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international. Conduite par Madame Mercedes, cette délégation a été reçue par l'inspecteur général des finances, chef des services, en personne. Il a été question, entre autres, de s'imprégner du travail important qu'abat ces services pour l'assainissement des finances publiques, mais pas seulement. Nous sommes une délégation du Fonds monétaire international avec la chef de mission qui vient de Washington et son équipe, qui a souhaité rencontrer l'inspection générale des finances dans le cadre de la 3e revue du programme du gouvernement qui est soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et c'était important pour nous de rencontrer cette institution, car un des objectifs majeurs du programme économique du gouvernement qui est supporté par le Fonds monétaire international, c'est l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption. Et donc, bien entendu, l'IGF joue un rôle majeur dans cet objectif, donc c'était important pour nous de les écouter. Le chef de cette délégation a salué et reconnu l'excellent travail de l'inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Durant 3 jours, toujours au mois d'octobre, il s'est tenu à Kintele, en République du Congo, des assises couplées de la 8e Assemblée générale et 9e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE en sigle, avec comme thème les institutions supérieures du contrôle de l'ordre administratif face aux défis de la bonne gouvernance. L'inspection générale des finances de la RDC y était présente. Parmi les délégations des pays membres qui ont assisté à ces travaux figure la République démocratique du Congo. L'inspection générale des finances, représentée par l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints Victor Batubenga, l'Assemblée générale du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE en sigle, s'est terminée par l'adoption des 20 résolutions, parmi lesquelles celles relatives à l'adoption des différents rapports d'activité, des rapports des commissaires aux comptes, le budget annuel du FIGE, l'examen et adoption du règlement intérieur, ainsi que des manuels des procédures administratives et financières, amendements et statuts de l'institution. Le colloque a permis aux participants de suivre des orateurs bien sélectionnés sur des sous-thèmes liés au principal sujet. Ils ont eu l'occasion de discuter autour des expériences reçues sur le terrain. Le ministre du pays hôte, Anatole Makosso, s'est réjoui de la tenue de ce forum qui touche les grandes préoccupations des pays membres, notamment la bonne gouvernance, qui n'est pas une option, mais plutôt une exigence. La bonne gouvernance, elle n'est pas une option, elle est une exigence. Elle permet d'avoir une administration performante et des services publics de qualité au service du citoyen.
La généralisation des principes de bonne gouvernance permet de surmonter les nombreux défis en évitant tout abus ou dérive. Parmi ces principes, nous pouvons citer l'état de droit, la transparence, l'accès à l'information, la bonne gestion financière, la responsabilité, l'efficacité, l'efficience, la réactivité, la redevabilité et bien d'autres. Le Forum des inspections générales d'États d'Afrique et d'institutions assimilées tient ses assemblées générales et le colloque après chaque 2 ans, une exception pour cette fois-ci. Ce forum est organisé après 4 ans en raison notamment des difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Toujours au mois d'octobre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était en visite officielle à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une visite de travail de 2 jours en marge justement de la 8e édition du Forum d'affaires Makutano, un forum axé essentiellement sur le développement des territoires. Il a tenu une allocution de clôture de la rencontre dans laquelle il a affirmé l'accompagnement des investisseurs privés par l'État congolais. On l'écoute. Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano, consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème infiniment territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse des analyses ont retenu mon attention et conforté durablement ma conviction que notre développement socio-économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. « 65 millions de dollars américains, c'est la première tranche des fonds des réparations que l'Ouganda a versé à la République démocratique du Congo après plusieurs années de procédures judiciaires à la Cour internationale de justice. Une manière pour le pays de Yoweri Museveni de réparer les dommages causés à la République démocratique du Congo pour son invasion lors de la Deuxième Guerre du Congo. Dans ce reportage, l'activiste Jonas Tchombela de la société civile plaide pour que le gouvernement de la RDC communique sur ces fonds. Kinshasa réclamait plus de 11 milliards de dollars américains
que Kampala avait qualifié d'exorbitant. Mais l'Ouganda va devoir verser 325 millions de dollars américains, environ 284,5 millions d'euros de réparation à la RDC suite à l'invention de l'Est de la République démocratique du Congo lors de la guerre de 1988-2003. 65 millions de dollars américains est la première tranche des fonds de réparation. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, pense qu'il y a trop d'opacité autour de cet argent. C'est très difficile de vous faire voir des choses qui se font dans l'opacité totale, où on n'associe même pas la communauté qui doit être vigilante sur les biens fondés. Nous avions demandé à l'époque que cet argent profite réellement aux bénéficiaires, des victimes, des familles qui sont restées à Kisangani, qui ont perdu le leur, et que l'Ouganda a versé déjà une bonne partie, et que cette partie profite, parce que ce qu'ils ont perdu, ils ne le récupéreront jamais. Donc c'est symbolique qu'on voit qu'est-ce qu'ils peuvent faire, même créer un bien communautaire qui peut servir de référence, que grâce au sang versé par nos compatriotes innocents, voilà, tel bien peut profiter à des générations qui vont venir. Voilà, ça c'est très bien. Mais les circuits où cela se passe, vous savez, là où il y a l'argent, il semble qu'il n'y a pas de bruit. Donc ça se passe dans des coins où il n'y a que des initiés qui connaissent cela. Nous avons demandé que le comité de gestion de ces fonds soit mis en place. Victimes, gouvernement, la société civile qui doit veiller, et même c'est qui doit veiller à cela de telle manière que ça se passe. Jusqu'ici, le gouvernement congolais ne communique pas assez sur cette question, d'où la curiosité des Congolais. Alors que l'Ouganda appure ses réparations, l'armée ougandaise est de nouveau dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement des consommateurs a relativement apporté son soutien au cours du même mois d'octobre à la mise en place d'une commission chargée de contrôler les prix des biens des premières nécessités après la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA en sigle, une suspension décidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, bien qu'elle aurait voulu que son expertise justement soit également prise en compte. Regardez. Dans le cadre de suivi de l'application du décret portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique tenue le mercredi 26 octobre à la primature, instruit le ministre concerné par cette décision à déclencher le contrôle du prix de biens de première nécessité sur le marché. Selon M. Moussoko Patrice, président du mouvement de consommateurs congolais, cette commission mise en place est une charge de plus pour les trésors publics, surtout qu'il existe déjà une commission interministérielle chargée de vérifier le coût de biens. Toutefois, cette initiative permet de renforcer la vérification de prix sur le marché. La commission, en fait, il y a déjà au niveau de notre gouvernement, au ministère de l'économie, une commission interministérielle qui existe déjà. C'est pour les produits vivriers, des produits de consommation courante. Ça ne valait pas vraiment de la peine de créer une autre commission. Mais toutefois, comme il a pris cette décision, c'est une bonne initiative. Les prix n'ont pas baissé. Il faut être honnête. Simplement parce que la suspension de TVA concerne surtout des produits qui viennent de l'étranger. Mais des produits qui sont produits, si on peut faire la tautologie, des produits qui viennent de l'intérieur de notre pays, ces produits-là, les prix n'ont pas baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de transport. Selon lui, jusque-là, le prix de biens n'ont pas encore baissé. Il estime que c'est parce que ces produits ne sont pas concernés par la TVA.
Une forte délégation de la République démocratique du Congo a pris part au mois d'octobre à la 90e Assemblée générale de l'Interpol, conduite par le commissaire général de la police nationale, Jean Bayelongandi, dans laquelle est intégrée justement l'inspection générale des finances. La mission de cette délégation, en prenant part à ces assises, était le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la criminalité financière. L'Interpol, ou l'Organisation internationale des polices criminelles, est une organisation intergouvernementale qui compte 195 pays membres. Travaillant en collaboration avec la police de chacun de ces pays, Interpol fournit une expertise et des services aux pays membres afin de rendre le monde plus sûr en luttant contre un large éventail de crimes tels que la corruption, la criminalité, le terrorisme, la fausse monnaie et les documents contrefaits, les crimes organisés et la criminalité financière, pour n'en citer que quelques-uns, au vu des efforts déployés par la République démocratique du Congo ces 10 dernières années, notamment grâce à l'inspection générale des finances et au leadership de Gilles Lingueté. Le pays a effectivement amélioré sa situation et mis en œuvre des stratégies et des actions pour lutter contre la corruption et les détournements des fonds et deniers publics. Depuis sa nomination à la tête de l'IGF, Gilles Lingueté s'est employé sans relâche à concrétiser la vision du président Félix Tshisekedi en faveur d'une nation libérée de la corruption et autres antivaleurs. Sa présence à la 90e Assemblée générale de l'Interpol est une opportunité d'échanger avec cette organisation sur les méthodes et stratégies de lutte contre la corruption ainsi que sur les recouvrements des actifs. Et tout à fait autre chose dans cette rétrospective, l'équipe du Fonds monétaire international qui a séjourné en République démocratique du Congo du 19 octobre au 2 novembre 2022 a bouclé sa mission sur une note positive, une mission qui a consisté à échanger avec les autorités congolaises sur les perspectives macroéconomiques et financières récentes, les politiques monétaires et budgétaires pour l'année 2023, les défis du secteur financier et les réformes structurelles nécessaires pour continuer à soutenir la stabilité macroéconomique et renforcer la résilience au choc. Dans son communiqué de fin d'émission, l'équipe du Fonds monétaire international a conclu sur une note positive de l'économie congolaise, malgré un environnement domestique et extérieur difficile, avec notamment les répercussions de la guerre en Ukraine. L'économie congolaise fait preuve de résilience, la croissance réelle du produit intérieur brut étant prévue à 6,6% en 2022. Le taux d'inflation a atteint 11,7% en glissement annuel à fin septembre 2022, principalement en raison des prix mondiaux élevés de l'alimentation et de l'énergie, rapporte le communiqué du Fonds monétaire international. Selon les projections du Comité permanent de cadrage macroéconomique, il est attendu au cours des 3 prochaines années une embellie de l'activité économique en RDC. Le taux de croissance se situerait à 6,9% en moyenne de 2023 à 2025, contre une moyenne de 4,7% les 3 dernières années, soit une augmentation de 2,2 points. Quant à la croissance pour 2023, elle est projetée à 6,7%, tirée principalement par la branche industrie extractive, dont la contribution sectorielle devrait se situer à 3,09 points pour la croissance, à 2,32 points et à 2,03 points respectivement en 2023, 2024 et 2025. Elle serait ensuite tirée par la branche transport et télécommunications dont la contribution atteindrait 1,05 points pour la croissance en 2023, 1,08 points en 2024 et 1,1 point en 2025. Défendant le projet de budget 2023 devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avait indiqué que l'activité économique de la RDC devrait évoluer dans un contexte d'amélioration des conditions intérieures et de bonne tenue des cours des principaux produits de base, à la suite du maintien de la croissance en Chine.
Toujours au cours du mois de novembre, quelques urbanistes ont échangé avec le caucus des sénateurs de la ville-province de Kinshasa dans le cadre de l'élaboration en cours justement du master planning pour la ville-province de Kinshasa à l'horizon 2036 avec pour objectif mettre en contribution leur expertise au regard des défis actuels de la capitale congolaise. C'est un reportage de Grace Luyanga et Pichonzita. Dysfonctionnement autour de l'organisation spatiale, embouteillage ou encore inondation font partie des défis auxquels les urbanistes congolais estiment être capables de remédier. L'urbaniste Joël Kenya explique ici tout le contour de la rencontre. Nous sommes tous ensemble d'observer cet étalement urbain, ces désordres qui s'observent à travers la ville de Kinshasa. De façon particulière, nous déplorons toujours que les urbanistes, sinon les experts de la fabrique urbaine, ne sont pas associés autour des questions qui engagent le développement spatial. Raison pour laquelle nous saluons la démarche de sénateurs. Ils ont voulu initier une démarche qui nécessite la réflexion de l'organisation spatiale. Et bien, ils se sont recourus à l'expertise nationale qui est les urbanistes réunis autour de la corporation. Et la sénatrice Ange Niaka revient pour sa part sur l'importance du projet Master Planning en faveur de la ville de Kinshasa. Le Master Plan, c'est un plan clairement défini avec des objectifs spécifiques pouvant emmener, donc bien sûr pour un terme suffisamment long, pouvant amener à la transformation d'une ville. Parce que nous n'allons pas nous voiler la face. Kinshasa, c'est une ville à refaire, un esprit urbain à reconstruire. Et c'est dans cette dynamique que nous avons proposé le Master Plan. Il est prévu dans ces projets Master Planning 5 piliers importants pour le développement global de la ville de Kinshasa. Il s'agit du financement, de l'aménagement urbain et infrastructure, du transport, de l'éducation et tourisme, puis enfin de l'administration. Jugé recevable et envoyé au mois de novembre dernier au Sénat pour une seconde lecture, le projet de budget exercice 2023 était dans un premier temps chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Ainsi, dans ce reportage, les Kinois rencontrés ici sur place à Kinshasa encouragent les efforts fournis par le gouvernement de la République et considèrent que la sécurité, le social, la santé et l'éducation doivent être les priorités. Dans la présentation de l'économie de ces textes, le Premier ministre a souligné que le budget 2023 est élaboré dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et de Kwamut dans les Maïndombe. Le 14,6 milliards de dollars américains de ces budgets, jugés recevables à l'Assemblée nationale, devraient donc être affectés prioritairement au secteur de la défense, sécurité, des infrastructures et du social pour répondre efficacement aux problèmes de la population. Les attentes de cette population, les Kinois eux-mêmes en parlent. Qu'ils construisent des chemins, qu'ils améliorent la vie de la population. Avec la situation de notre pays, tout est prioritaire. Qu'ils envoient beaucoup d'argent du côté sécurité pour maintenir la paix à l'Est. Côté santé, qu'ils pensent à la vie sociale de la population et qu'ils investissent dans l'armée afin de permettre au maintien de la paix à l'Est. Le président connaît nos problèmes. Nous attendons voir le résultat. Le projet du budget 2023 jugé recevable à l'Assemblée nationale, il monte au Sénat pour une seconde lecture. Dans l'entretemps, la population congolaise attend de répercussions dans le panier de la ménagère.
Un mémorandum d'entente dans le commerce dès lors et un accord de non-double taxation signé, une ligne aérienne ouverte pour la compagnie nationale rwandaise, Rwandair, des efforts de coopération à caractère gagnant-gagnant qui n'ont pas permis pourtant le retour de la paix tant souhaité par les autorités de la RDC. C'est lui-même, justement, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'a dit dans un message adressé à la nation congolaise au mois de novembre. Il a affirmé être prêt à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. On l'écoute. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Dans le reste de l'actualité économique de l'année, en dépit du contexte international difficile, la RDC a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. C'est le Fonds monétaire international, le FMI, qui l'a affirmé lors de la réception de sa chef de mission pour la République démocratique du Congo par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces efforts sont salués et reconnus par le Fonds monétaire international. La délégation de ces derniers, reçue à la Cité de l'Union africaine, était conduite auprès du président Tshisekedi par Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, ainsi que Madame Kabedi, la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Les échanges ont porté sur l'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires et budgétaires pour 2023, ainsi que l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise. L'IFMI soutient la RDC dans ses efforts de diversification de son économie. Les mêmes jours et en prévision de la tenue prochaine du sommet de l'Union africaine, prévu du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger, sous les thèmes industrialisation de l'Afrique et la zone de libre-échange continentale, ZLECAf,
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé par visioconférence à une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine, convoquée pour la circonstance par le président sénégalais Macky Sall, qui dirige actuellement cette organisation panafricaine. Cette réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores a connu la participation des chefs d'État et de gouvernement, membres du bureau de la conférence de l'Union africaine. Toujours au cours du mois de novembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait personnellement inspecté les travaux de construction du centre des finances, du centre de congrès et d'un hôtel 5 étoiles à Kinshasa. 2 tours seront ainsi érigés pour abriter, entre autres, les services du ministère des Finances et celui du budget. Selon les constructeurs, l'ouvrage sera remis clé en main fin 2023. Il était sur les lieux le mardi 8 novembre. 5 immeubles devant abriter les centres des finances, les centres des congrès et un hôtel 5 étoiles sont en construction à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, précisément dans l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères et la TENE de la Gombe, avec ses 2 tours jumelles. De 20 et 16 étages, les centres des finances devraient abriter les services du ministère des Finances et celui du budget. Par contre, les tours des centres des congrès devraient abriter un grand auditorium de 3000 places, le bureau et plusieurs autres compartiments. 90 jours seulement après la signature du contrat entre l'entreprise turque Milvest Compagnie et les ministères des Finances, les travaux de construction de ces infrastructures ont atteint la vitesse de croisière et selon la planification des constructeurs, les grandes œuvres devraient se terminer dans 5 mois et l'ouvrage sera remis fin 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé se rendre compte lui-même de l'état d'avancement des travaux en début de soirée. Sur place, le chef de l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir pendant une dizaine de minutes avec l'équipe turque. Cette visite des chantiers a également permis à Félix Tshisekedi de se rendre compte de l'extension du site qui couvre désormais l'espace du projet Rakin, qui n'a jamais connu un début de réalisation, et tout l'espace de la Direction générale de l'Office des routes, désormais délocalisé de l'avis des constructeurs. L'ouvrage sera remis clé en main à l'État congolais au dernier trimestre 2023. Les bâtiments en construction seront d'une architecture moderne et ils vont combiner confort et vision futuriste, soutiennent les constructeurs turcs. Visiblement satisfait de l'avancement des travaux à pas de géant, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de revenir l'année prochaine pour l'inauguration de ces bâtiments. Pour manquement grave, le secrétaire général aux affaires sociales a été suspendu par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il a été, dans les faits, accusé de procéder aux recrutements irréguliers, une affaire qui a fait réagir l'opinion. Dans ce reportage, les syndicalistes Hilaire Viminde avaient apporté son soutien à cette décision qu'il avait à l'époque estimée et rentrée dans les attributs du vice-premier ministre en charge justement de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Le secrétaire général aux affaires sociales a été suspendu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et initiation au service public. Il est accusé de procéder de manière irrégulière au recrutement dans un contexte où les gouvernements souhaitent maîtriser les effectifs et la masse salariale. Approchés, ces syndicalistes membres de la Confédération syndicale du Congo estiment que cette suspension rentre dans les attributs du vice-premier ministre Liaou. Le ministre ayant les attributions de la fonction publique gère la carrière du personnel de l'État et si tout au long de l'exercice de ses fonctions, il constate qu'il y a quelque chose dans les chefs d'un secrétaire général, et dans le cadre des mesures préventives, il peut suspendre. Ok. La suspension n'est jusque-là qu'une mesure préventive pour l'intérêt de service. C'est à l'issue des enquêtes que le ministre finalement va instruire les dossiers dans le sens de la loi pour voir si c'est vrai ou pas, ou faux plutôt,
la personne incriminée, le secrétaire général incriminé est effectivement fautif. C'est dans les cas disciplinaires, le ministre a le pouvoir disciplinaire s'il suspend, c'est qu'il constate qu'il y a quelque chose. Et en venir aux recrutements irréguliers, bon, les recrutements dans notre pays, c'est devenu un phénomène de société. Et aujourd'hui, nous déplorons, dans les temps, il y a eu toutes sortes de recrutements à base du militantisme politique, à base des familles. Mais la loi qui réglemente, qui régit la carrière du personnel des services publics de l'État, donne des principes, ou donne au mieux, si nous pouvons le dire, des directives claires sur les recrutements. Aujourd'hui, nous avons une loi qui fait que si les gens se réfèrent à la loi, ils vont bien faire les choses selon la loi et puis selon les règles de l'art. Il plaide pour que les recrutements se fassent suivant la procédure régulière et permise par la loi et que toutes les pratiques malsaines autour du recrutement des agents soient dénoncées et punies. Dans l'un de ses rapports mensuels, la Banque centrale du Congo avait noté l'augmentation de la production des boissons alcoolisées à hauteur de 4053 millions d'hectolitres en 8 mois de l'année 2022, une production largement supérieure à celle réalisée en 2021. Sauf que les tenanciers de la capitale dénoncent pour leur part l'augmentation par les sociétés brassicoles des prix des boissons alcoolisées. Des 179 hectolitres de plus, les derniers rapports mensuels de la Banque centrale du Congo a noté une augmentation des productions des boissons alcoolisées par les sociétés brassicoles de la République démocratique du Congo en 8 mois de l'année en cours. Dans le fait, celles-ci ont produit 4 053 000 hectolitres de boissons alcoolisées, production largement supérieure à celle de l'année précédente, évaluée à 3 774 000 hectolitres. Les mêmes données de la BCC soulignent que pour toute l'année 2021, la production de boissons alcoolisées a été de l'ordre de 5 625 000 hectolitres. Bien que la production a fortement augmenté cette année, les opérateurs économiques de ces secteurs renseignent pourtant qu'actuellement les sociétés brassicoles ont augmenté les coûts des boissons alcoolisées. Ces tenanciers notent ainsi son incompréhension. Alors, nous ne comprenons pas. Peut-être il y a l'absence de l'État, parce que maintenant, chacun maintenant est pour soi. Et l'augmentation de prix de boissons, on n'arrive pas à comprendre cela, on a augmenté sur base de quoi? Et même parce que par avant, on vendait. Mais maintenant, compte tenu de ce qui se passe sur le plan économique et consort, il y a baisse. Parce qu'auparavant, on devait vendre peut-être par jour 1 million. Mais aujourd'hui, pour seulement vendre 500 millions, c'est difficile. 500 000 francs, c'est difficile. Mais par avant, pour vendre 1 million, c'était facile. Mais maintenant, c'est difficile. Mais on n'arrive pas à comprendre que les gens ici sont en train d'augmenter les histoires par rapport à quoi? C'est pour tuer la population. En parallèle des boissons alcoolisées, le chiffre de la BCC souligne notamment l'augmentation de la production des boissons gazeuses, établie à hauteur de 1 752 000 hectolitres. Quant à la hausse des prix des boissons alcoolisées, l'intervention du ministère de l'économie est exigée. Tout en réaffirmant la position du pays solution qu'occupe la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a plaidé pour l'allocation des moyens financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs et contribueurs justement à l'écosystème mondial. Au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, il a pris la parole devant plusieurs chefs d'État et des gouvernements réunis à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du haut de la tribune de la 27e conférence des partis sur les changements climatiques, la COP27. Ces assises sont consacrées aux questions de lutte contre les changements climatiques et la transition énergétique dans le monde. Dans son speech, le Premier ministre Sama Lukonde a souligné
dès l'entame que la République démocratique du Congo et son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont fait de la lutte contre les changements climatiques une des priorités nationales et que le gouvernement qu'il dirige a pour mission de renforcer la participation de la République démocratique du Congo aux efforts globaux de lutte contre les changements climatiques en améliorant, les cas échéants, la gouvernance des immenses ressources forestières et hydriques. Saluant l'initiative du Royaume-Uni en rapport avec les financements nécessaires en faveur des pays non pollueurs qui contribuent également à l'écosystème mondial, le Premier ministre Sama Lukonde a réaffirmé la position des pays solutions qu'occupe la République démocratique du Congo dans cette bataille planétaire contre les dérèglements climatiques, en mettant tout son potentiel en ressources naturelles face aux gaz à effet de serre. La République démocratique du Congo apporte des solutions certes, mais elle a aussi besoin de répondre aux attentes de sa population, a-t-il insisté du haut de la tribune de la COP27. À noter que les forêts de la République démocratique du Congo représentent 62% des forêts du bassin du Congo, soit plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. Ces ressources forestières séquestrent chaque année plus de 265 millions de tonnes de CO2, représentant un stock de carbone sur pied de près de 37 gigatonnes. Ces tourbières, estimées actuellement à 30 gigatonnes de carbone, représentent l'équivalent d'environ 3 années d'émissions mondiales de CO2. En tant que pays solution, le rôle de la République démocratique du Congo demeure celui d'un gardien du climat. Quelques 40 000 participants ont pris part à cette conférence mondiale sur le climat qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, ville nichée entre les déserts de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge. La République démocratique du Congo a délégué environ 300 participants, dont des officiels, des experts, des ONG, des opérateurs économiques et des journalistes. Le gouvernement de la RDC a décaissé plus de 3,1 milliards de dollars américains au titre des frais de fonctionnement entre janvier et mi-novembre 2022, soit une augmentation de 654,17% par rapport aux prévisions annuelles de cette année 2022 justement. Les dépenses en capital comprenant les dépenses consacrées à la construction, à la rénovation et à la réparation majeure des bâtiments et à l'achat d'équipements lourds ou des véhicules ont été sensiblement réduits. Regardez. Le condensé hebdomadaire d'informations statistiques du 11 novembre 2022, publié par la Banque centrale du Congo, indique une exécution budgétaire de 7 227 milliards 201 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement depuis le début de cette année, contre une prévision annuelle de 1112 milliards 440 millions de francs congolais, soit un dépassement des crédits de plus de 654%. Le même document renseigne que la rémunération a été exécutée à l'ordre de 94,81% sur les prévisions annuelles, soit 5 986 milliards 115 millions de francs congolais, contre une prévision de 6 313 milliards 784 millions de francs congolais. Dans cette exécution du budget, les dépenses en capital ont été faiblement exécutées, soit un décaissement de 599 milliards 947 millions de francs congolais contre une prévision de 7 254 milliards 364 millions de francs congolais. Pour certains spécialistes en économie, la faiblesse dans le financement des différents projets reste l'absence des études de faisabilité. Le seul projet en œuvre sont ceux financés par les partenaires au développement dont la RDC a juste l'obligation d'apporter sa contrepartie. Ainsi, l'ensemble des dépenses de janvier à mi-novembre se présente comme suit. 38,4% pour le frais de fonctionnement, 31,6% pour les rémunérations, 12,2% pour les dépenses urgentes, 3,5% pour la dette publique ou encore 3,2% pour les dépenses en capital, autrement dit, les dépenses liées à l'investissement.
Lors de la 77e réunion du Conseil des ministres du gouvernement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était revenu sur le rôle des mandataires des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements et des services publics. Il avait, on les rappelle, surtout insisté sur la nécessité d'avoir constamment, dans l'exercice de leurs fonctions, entre autres, une conduite managériale qui repose sur la bonne gouvernance. Au cours de ces conseils des ministres, le président Tshisekedi a dit attendre de tous les mandataires un comportement hautement professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, dont les résultats du travail quotidien devront se manifester par l'amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux usagers, par la réalisation de leur objet social, le respect des obligations sociales envers les travailleurs, la transformation réelle du potentiel d'exploitation et de production des actifs de tout genre, l'atteinte des seuils de rentabilité afin d'avoir des marges de trésorerie positives pour accroître leurs actifs et leur capacité contributive au budget de l'État. Pour le président de la République, les insertions publicitaires et les interventions médiatiques intempestives des mandataires publics ne constituent en aucun cas un gage de performance managériale. Par contre, ce sont des pratiques de gestion rationnelle qui produiront des résultats positifs probants. La ministre d'État en charge du portefeuille et les ministres sectoriels qui ont sous tutelle des établissements et des services publics ont été invités à veiller à l'intérêt général comme fondement du pouvoir de tutelle, tout en évitant des entraves dans l'exercice des fonctions des mandataires telles que relevées lors de la communication du président de la République à la 65e réunion du Conseil des ministres du 19 août dernier. Une délégation de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, conduite par le chef des divisions financières Seydou Keïta, était à l'inspection générale des finances, IGF, mardi 29 novembre 2022. L'utilisation des systèmes nationaux était principalement au cœur des échanges. Avec les responsables de l'IGF, l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, Victor Batoubenga, assisté des inspecteurs généraux et coordonnateurs, Herman Yeleza et son adjoint, Eni Paul Kazadi, les échanges ont tourné autour de l'utilisation des systèmes nationaux. En croire Seydou Keïta, les choix de l'IGF pour exercer les contrôles dépendent des systèmes nationaux étant donné que c'est un service national pérenne. Dans le cadre de l'utilisation des systèmes nationaux, on fait usage autant qu'il est possible des systèmes nationaux existants et dans les cas précis, il s'agit bien de l'inspection générale des finances, a-t-il indiqué. Le chef des divisions financières de la BAD a plaidé pour que l'IGF joue pleinement son rôle dans les contrôles internes au sein des projets financés par la BAD. Pour l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints Victor Batoubenga, il faudra régler le problème des documentations pour définir les modalités d'intervention. Les deux parties se sont fixés un prochain rendez-vous au mois de janvier 2023. Les recettes publiques collectées par la DGDA, la DGI et la DGRAD à mi-novembre 2022 étaient évaluées à plus de 9,7 milliards de dollars américains, des données livrées par la Banque centrale du Congo et feuilletées par votre rédaction. La Direction générale des impôts a mobilisé de janvier à novembre 2022 des recettes publiques de l'ordre de 10 342 27 000 francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars américains, selon le chiffre de la Banque centrale du Congo. De janvier à juin 2022, la DGI avait collecté des recettes à hauteur de 6 352 34 000 francs congolais, soit 3,1 milliards de dollars américains, toujours d'après les données publiées par la Banque centrale du Congo. La plus grande réalisation de la DGI a été observée en avril 2022, où la mobilisation était de l'ordre de 1,5 milliard de dollars de recettes publiques auprès de ses assujettis. Cependant, pour la même période de janvier à novembre, la DGDA a mobilisé 3 400 66 000 francs congolais et la DGRAD 2 520 46 000 francs congolais. Dans l'ensemble,
Les 3 régies financières, plus d'autres services de perception de recettes publiques, ont collecté au 18 novembre 2022 19 444 641 000 francs congolais, soit 9,7 milliards de dollars américains. Le ministre de l'économie nationale avait annoncé au mois de novembre la hausse des prix du carburant à travers tous les territoires nationaux. Mais pour les opérateurs du secteur, nul n'avait besoin de dramatiser cette augmentation jugée légère au regard notamment de la subvention pétrolière de l'État congolais qui atténue sérieusement les coûts. L'augmentation des prix du carburant suscite déjà des réactions au sein de l'opinion congolaise. Contrairement aux avis de certains, Christian Mwamba, entrepreneur dans les secteurs, estime qu'il n'y a pas à dramatiser car selon lui, le prix d'un litre de carburant devrait être fixé à 5 000 francs congolais. Sauf qu'en RDC, les produits pétroliers coûtent moins cher. Quand les gens parlent qu'il y a hausse, bon, pour moi je pense qu'il n'y a pas hausse. Au Congo, nous vendons les carburants moins chers par rapport à d'autres pays. Parce que les carburants que nous vendons, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire, ici au Congo, on ne fabrique pas le carburant. Nous importons ça. Mais avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, il y a hausse du carburant partout au monde. Au Congo, les carburants coûtent moins cher. D'ailleurs, vous nous êtes en train de nous parler qu'il y a hausse. Bon, quant à moi, je dis que peut-être comme la population dit qu'il y a hausse, mais ce n'est pas hausse. Le carburant que nous vendons à la pompe aujourd'hui, le prix de 2800 quelques de fonds là, c'est pas hausse. C'est toujours moins. Logiquement, le carburant doit être à la pompe au moins 5 000 francs congolais. Peut-être que vous allez vous étonner, mais comment le carburant c'est 5 000 francs congolais? Quand tu prends le coût de la baril, de l'importation, quand vous amenez ici, ça doit être au moins 5 000 francs. Mais nous avons un peu de la chance. D'ailleurs, vous devez féliciter le gouvernement congolais. Parce que c'est depuis 2014 où il a subventionné le prix du produit pétrolier. Il explique ici comment les vendeurs de carburant à l'informel, appelés les Kadhafi, s'approvisionnent en République démocratique du Congo. Les produits viennent de la Genève, le produit vient de la France, ainsi de suite. Mais en tant que Kadhafi, souvent les Kadhafi s'approvisionnent avec le produit qui vient de l'Angola. C'est un trafic que nous appelons un trafic frontalier. C'est-à-dire les Kadhafi, souvent, ils s'approvisionnent avec le produit qui vient de l'Angola. Le secteur pétrolier est si sensible car il influence tous les secteurs de la vie nationale. La hausse du prix du litre ne peut que faire l'objet des vives réactions sociales. La République démocratique du Congo est classée parmi les 37 pays africains ayant fait des progrès dans l'industrialisation cette dernière décennie, selon justement un rapport de la Banque africaine de développement paru en novembre. Plusieurs indicateurs sont pris en compte tels que les performances manufacturières, la main-d'œuvre ou encore la stabilité macroéconomique. Un nouveau rapport de la Banque africaine de développement et de ses partenaires révèle que 37 pays africains sur les 52 que compte le continent ont progressé en matière de l'industrialisation au cours de la dernière décennie. En effet, ces rapports classent la République démocratique du Congo parmi les pays qui ont enregistré des indices des performances dans l'industrialisation au cours des 11 dernières années. À en croire, ces rapports sur l'indice de l'industrialisation en Afrique, qui fournit une évaluation à l'échelle nationale sur le progrès réalisé par chaque pays africain, 19 indicateurs clés sont pris en compte. Les performances manufacturières, le capital, la main-d'œuvre, l'environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. À noter que l'Afrique du Sud a conservé sa première place de classement 2020-2021, suivi de près par le Maroc qui occupe la deuxième place en 2022. L'Égypte, la Tunisie, Maurice et les Swatini complètent les top 6 sur la période. Ouvrons maintenant l'actualité économique du mois de décembre 2022. Le développement des infrastructures des transports et la production
des nouveaux permis de conduire étaient les objets justement évoqués par le ministre des Transports, voie des communications et désenclavement du territoire chérubin Okende qui a tout récemment démissionné. Dans une interview exclusive accordée à Ecofin Télévision depuis le Palais du Peuple en marge justement de la 6e édition de Expo Béton. Bon, de prime abord, vous me permettrez de saluer l'initiative Ecofin Télévision pour mieux savoir sur l'économie et les finances et comprendre l'épanouissement, les défis de l'épanouissement de notre économie. C'est pour cela que moi, personnellement, je marque beaucoup d'intérêt parce que dans le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement, nous avons toujours dit que sans infrastructure de transport, sans moyens de transport, avec un pays aux dimensions subcontinentales enclavé, nous ne saurons jamais atteindre les performances de notre économie. Donc en venant dans cette exposition lancée par Expo Béton, je crois que nous voudrions donner ce message que vous avez l'opportunité de pouvoir relayer à la télévision Ecofin. Vous avez relevé la problématique de permis de conduire. Aujourd'hui, je dois vous rassurer que c'est un processus qui suit son cours normal. Nous sommes presque à la finalisation. Il vous souviendra que dans notre pays, il est advenu un moment où le permis de conduire était falsifié, produit de manière frauduleuse, et cela avait un impact tant sur les trésors publics, les recettes de l'État, que sur la sécurité routière. Il était arrivé donc au gouvernement d'arrêter la production de permis de conduire depuis 2017 et à partir de ce moment-là, le mécanisme a été mis en branle pour qu'on arrive à produire un permis de conduire suffisamment sécurisé. Aujourd'hui, comme je venais de vous dire, nous sommes au dernier réglage pour produire un permis de conduire biométrique avec puce qui sera sécurisé, avec des mesures donc de sécurité qui ne pourront pas être facilement falsifiables, pour ne pas dire difficiles à falsifier ou impossibles à falsifier. Je parie bien que ce processus pourra trouver son dénouement d'ici avant la fin de l'année. Il vous souviendra que c'est au mois de février dernier que l'accord de partenariat avait été signé avec la société qui avait gagné le marché en passant par toutes les procédures de passation de marché agréées en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le mercredi 30 novembre à la primature une délégation du groupe Fortescue Future Industries, représentée par sa directrice générale et chef de la délégation en présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, le développement des industries vertes et du projet Grand Inga était au centre de ces échanges. Fortescue Future Industries est le partenaire de la République démocratique du Congo dans le développement du projet Grand Inga et des industries vertes, notamment la production de l'hydrogène, afin de permettre la transition énergétique au pays. C'est confiant à la presse. Au terme de cette rencontre, la directrice générale des Fortescue Future Industries a annoncé le démarrage imminent des travaux préparatoires après la signature de l'addendum des contrats qui intervient incessamment, ce qui permettra la création de plusieurs emplois en République démocratique du Congo. À en croire la directrice générale de cette entreprise, le Premier ministre souhaite que les travaux débutent assez rapidement, surtout que ces travaux vont donner énormément d'emplois et d'opportunités aux Congolais. Par ailleurs, la signature de l'addendum va ouvrir la voie à plusieurs autres projets qui vont être développés à travers les 145 territoires de la République démocratique du Congo afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
La vente publique à Bruxelles, en Belgique, des 3 crânes humains venus de la République démocratique du Congo et datés du 19e siècle avait été annulée. Des restes humains pris dans un contexte d'hyper-violence lors de la colonisation. Le ministère congolais de la Culture, Arts et Patrimoine l'avait annoncé le jeudi justement sur ses comptes réseaux sociaux. Nous sommes au mois de décembre. Il s'agit d'un crâne des Bengales anthropophages aux incisives taillées en pointe, d'un crâne du chef arabe Mouni Mouara, tué le 9 janvier 1893 et décoré d'un bijou frontal, et d'un fragment des crânes collectés dans le village de Bombia dans la province de la Mongala le 5 mai 1894. La publicité de cette vente était assurée par les sites droit.com et les prix de ces restes humains variaient entre 750 et 1000 euros. L'hôtel des ventes Vanderkinder a déjà retiré ses crânes de la vente publique. La direction de cette institution belge est revenue sur sa décision après que ces informations, relayées par Paris Match, ont provoqué une profonde émotion en République démocratique du Congo et au sein de la diaspora congolaise de Belgique. L'hôtel des ventes a tout de même publié tardivement un communiqué dans lequel il s'excuse d'avoir proposé aux enchères un lot comprenant 3 crânes humains, lot 4-5, liés au passé colonial belge, tout en exprimant des regrets envers toute personne ayant été meurtrie et blessée par la mise en vente de ces lots. Les rapatriements de ces ossements humains en RDC est largement exigé, notamment par les ministères congolais de la Culture. Et puis, en séjour à Kinshasa, la secrétaire d'État français en charge du développement de la francophonie et des partenariats internationaux a été face à la jeunesse congolaise, mais aussi a visité l'Institut national des recherches biomédicales, la nouvelle vision française sur les questions des coopérations franco-congolaises ont fait, entre autres, l'objet de ces rencontres. À Kinshasa, la secrétaire d'État français en charge du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, était face à la jeunesse congolaise à l'Institut français. Les défis de la nouvelle collaboration entre la RDC et la France, entre autres le fait que la jeunesse sera désormais au centre des nouveaux partenariats entre la France et les pays africains, ont été évoqués. Les attentes des jeunes Congolais ont été exposées dans une séance de prise de parole à tour de rôle. On pouvait noter parmi les attentes la création de la richesse à travers la mise en place des projets pouvant aboutir à la création des entreprises, mais aussi la production des activités culturelles. Madame Zacharopoulou, face à la presse, a laissé entendre son contentement pour cette visite. Le président de la République, Emmanuel Macron, m'a donné cette mission en venant vous rendre visite aujourd'hui. Alors, je suis vraiment heureuse d'être à votre pays et je vous remercie beaucoup. Elle a également visité l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, structure qui est le fruit de la coopération franco-zaïroise où les questions des recherches scientifiques ou encore du renforcement du système de santé étaient au centre des échanges. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin à la mesure portant notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo, une notification décriée depuis plusieurs années par l'opinion congolaise. Approché, un acteur politique estime que la RDC pourra cette fois-ci se procurer des armes en toute liberté tout en saluant les efforts diplomatiques du président Tshisekedi et du gouvernement Sama Lukonde qui ont abouti à cette décision de l'ONU. Pour Patrick Mpiana, ses cadres de l'IDPS, cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies portant suppression des notifications d'achat d'armes par la RDC est le résultat des efforts diplomatiques du président Tshisekedi et son gouvernement. Cela faisait plusieurs années que le pays devant livrer les armes à la RDC était obligé de notifier les armes qui seront livrées, procédure qui ralentissait ou bloquait l'achat ou l'acquisition des armes de guerre par la RDC.
Cet acteur politique salue la levée de cette mesure. En 2019, le président de la République est allé aux États-Unis où il a signé un accord de partenariat privilégié et de développement avec les États-Unis d'Amérique. Et par après, il a sillonné le monde. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il voyageait. Or, au fait, il était en train de colmater le brèche qui était déjà conçu dès la conférence de Berlin. Et lorsqu'il a levé les tons au cours de son dernier speech au niveau des Nations Unies, et je crois que le monde a compris la ruse du Rwanda et de M. Paul Kagame en particulier. Donc c'est maintenant pour nous, sur le plan exogène, sur le plan extérieur, il y a quand même des avancées. Il y a 2 ans, le chef de l'État a parlé de l'omerta dans la gestion des services de sécurité de l'armée. Alors, il faudrait à ces niveaux-là que nous puissions essayer de résoudre le problème qui se résumerait en termes d'éthique. Et là, nous aurons une armée disciplinée parce que les moyens ont été votés au niveau de l'Assemblée nationale avec un budget qui aujourd'hui approxime 16 milliards de dollars. Et si 10% devront revenir à la défense. Rappelons que cette mesure qui a été décriée par l'ensemble de l'opinion congolaise dans ce contexte d'agression répétée de la RDC par certains pays voisins, dont le Rwanda qui soutient le militaire M23. Le Fonds monétaire international, le FMI, vient de disponibiliser une somme de 203 millions de dollars américains supplémentaires en faveur de la République démocratique du Congo. À en croire le FMI, ce fonds contribuera à renforcer les réserves internationales de la RDC, évaluées actuellement à plus de 4 milliards de dollars américains. C'est dans le cadre d'appui à la balance des paiements que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décaissé un montant de 203 millions de dollars américains en faveur de la RDC. Ce, suite à la 3e revue du programme élargi du gouvernement. Pour le FMI, ce fonds contribuera à renforcer les réserves internationales compte tenu des risques à la baisse pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale. Il permet également de répondre aux besoins de la balance des paiements. Le Fonds monétaire international a aussi indiqué qu'à ce jour, le décaissement total est d'environ 812,4 millions de dollars américains. Signalant par ailleurs qu'en 2022, la croissance prévue est à 6,6% en dépit du fait que l'inflation devrait dépasser 12% d'ici fin de l'année 2022 en raison de la hausse des prix mondiaux, des denrées alimentaires et du carburant. À fin octobre, les réserves internationales brutes ont atteint environ 2 mois d'importation. À noter aussi que le solde budgétaire intérieur de 2022 est projeté à 1,1% du PIB conformément aux engagements du programme malgré les pressions imprévues sur les dépenses résultant de l'escalade du conflit à l'est du pays. La République démocratique du Congo va assurer en 2023 la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle, un droit dont l'objectif est de garantir au niveau de ses États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. La République démocratique du Congo a obtenu ce mandat au cours de la 53e réunion des ministres de l'OHADA. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, va diriger l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle, pour un mandat d'1 année à partir du 1er janvier 2023. C'est l'une des résolutions majeures de la 53e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA qui s'est déroulée du 21 au 22 décembre 2022 à Niamey, au Niger. La RDC a été représentée à ses assises par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Celle-ci est devenue par la même occasion la présidente du Conseil des ministres de cette organisation.
de cette grande organisation régionale qui regroupe 17 pays. Dans son speech, elle a affirmé l'engagement de la République démocratique du Congo à redynamiser cette organisation. Le mandat de la RDC, mon pays, coïncide avec les 30 ans d'existence de l'OADA. J'attends lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa de décliner ce qui sera notre programme d'action pour les plus grands biens de notre organisation et surtout pour redynamiser notre organisation et achever ce que mon prédécesseur a eu à commencer, a notamment déclaré Rose Mutombo. Pour rappel, la mission de l'OADA consiste à harmoniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir au niveau de ses États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises et ainsi propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'OADA s'est dotée d'un système institutionnel structuré autour des 5 organes, la conférence des chefs d'État et des gouvernements, le Conseil des ministres, le secrétariat permanent, la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'École régionale supérieure de la magistrature. Le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique a été ratifié le 27 juin 2012 par la République démocratique du Congo et les institutions d'adhésion à l'OADA ont été déposées le 13 juillet de la même année auprès du Sénégal, pays dépositaire du traité. C'est le 12 septembre 2012 que le traité de l'OADA est entré en vigueur en République démocratique du Congo. Dans le secteur des mines, au cours des 11 derniers mois de l'année 2022, la République démocratique du Congo a explosé sa production minière, particulièrement dans les filières du cuivre et du cobalt, respectivement plus de 2 millions de tonnes et 104 920 tonnes. La majorité de cette production est à mettre à l'actif des industries minières étrangères établies en RDC. La société de l'État, la GECAMINE, est restée à la traîne. Les sociétés minières implantées en République démocratique du Congo ont produit un volume estimé à plus de 2 millions de cuivres durant les 11 premiers mois de l'année 2022, contre plus de 1 607 000 à la même période en 2021, soit un accroissement de la production de plus de 583 000 tonnes, renseigne la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques. Dans ce volume de production, la part de la Générale des carrières et des mines, société du portefeuille de l'État, n'est que de 4 114 tonnes de cuivre. Pour l'ensemble de l'année 2021, la République démocratique du Congo avait produit 1 797 836 tonnes de cuivre. Actuellement, le prix du cuivre sur le marché international est autour de 8 000 $ américains la tonne. Dès lors, la production durant les 11 premiers mois de l'année 2022 a une valeur marchande brute estimée à 17,5 milliards de dollars américains. Au cours de la même période, la République démocratique du Congo a produit 104 920 tonnes de cobalt contre 84 442 tonnes de cobalt à la même période en 2021, selon la Banque centrale du Congo. Cette production record en 11 mois dépasse même toutes les productions de l'ensemble de l'année 2021 qui était de 93 011 tonnes de cobalt. La Générale des carrières et des mines à elle seule a produit 18 844 tonnes de cobalt au cours de ces 11 derniers mois de l'année 2022. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a enregistré au 9 décembre 2022 des recettes publiques de l'ordre de 21 284 milliards 55,67 millions de francs congolais, soit environ 10,64 milliards de dollars américains, contre des dépenses estimées à 21 382 milliards 324,64 millions de francs congolais, soit environ 10,69 milliards de dollars américains, dégageant un solde débiteur de plus de 98 milliards de francs congolais, représentant un peu plus de 49 millions de dollars américains selon
les données livrées par la Banque centrale du Congo. À noter que les prévisions initiales des recettes à cette même date du 9 décembre 2022 sont estimées à 20 408 milliards 330,69 millions de francs congolais, soit un taux d'exécution enregistré de 104%. Les réserves internationales détenues actuellement à la Banque centrale du Congo de la RDC est justement évaluées à 4 milliards 7,6 millions de dollars américains selon les données de l'Institut d'émission monétaire. Ce niveau des réserves internationales représente 10 semaines et 2 jours d'importation des biens et des services sur ressources propres du gouvernement. Sur le marché international des métaux, le cobalt reprend sa tendance haussière après une période de stagnation relativement longue. Ce mercredi 27 décembre 2022, ce métal s'est négocié à un peu plus de 51 000 dollars américains à la Bourse de Londres, alors que les experts du gouvernement de la RDC le projetaient à 51 240 dollars américains. Sur le marché boursier londonien, le cours du cobalt reprend sa croissance après la stagnation depuis plusieurs semaines. D'après les premières tendances du marché dès ce mardi 27 décembre 2022, la tonne du cobalt devrait se négocier à 51 510 dollars américains sur la Bourse de Londres. La semaine dernière, les experts du gouvernement de la République démocratique du Congo projetaient le cours du cobalt à 51 240 dollars américains contre 51 248 dollars américains à la deuxième semaine du mois de décembre 2022, soit une légère baisse de l'ordre de 8 dollars américains. Ces projections des experts congolais indiquent que la tendance générale des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est haussière sur la période sous examen. Après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 4 ans, le cours du cobalt n'a cessé de régresser sur les marchés internationaux depuis le mois de juin 2022, une conséquence directe des confinements en Chine, selon les experts du secteur. En attendant la reprise économique en 2023, le cuivre poursuit sa croissance sur les marchés internationaux. D'après les experts du secteur minier, la tonne du métal rouge devrait se négocier justement en cette dernière semaine de l'année 2022 à 8 323 dollars américains, soit une progression de 1% par rapport au niveau affiché l'année dernière. Malgré la baisse de l'activité industrielle en Chine due à la Covid-19, le cuivre continue d'avancer à petits pas sur le marché international depuis plusieurs semaines. D'après les experts du secteur minier, la tonne du métal rouge devrait se négocier cette semaine à 8 323 dollars américains, soit une progression de 1% par rapport au niveau affiché l'année dernière à la même période. Le cuivre parvient dans ces conditions à se maintenir en territoire positif à 8 323 dollars américains la tonne. Sur la semaine, il engrange 1% malgré les conditions peu favorables. Et si certains analystes voient le métal rouge s'envoler vers les 11 000 dollars américains la tonne l'année prochaine, cette année, il aura perdu près de 14% de sa valeur, renseignent les experts du secteur. À ces jours, les opérateurs se focalisent sur la baisse des stocks et l'espoir d'une reprise économique en 2023. Pour Robert Montefusco, courtier pour Sagden Financial, pour que le cuivre gagne de la hauteur en 2023, il faudra que la Chine injecte davantage de liquidités dans son économie et que l'humeur des marchés soit plus au beau fixe. Le cuivre reste soutenu par le bas niveau de ses stocks qui serait soumis à rude épreuve si la demande venait à reprendre. Cette diminution du stock des métals rouges sur le marché international pourrait être profitable aux industries minières œuvrant en République démocratique du Congo qui disposent des réserves très importantes du cuivre.
Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité économique cette année en République démocratique du Congo. Merci à toutes et à tous justement d'avoir suivi cette rétrospective. Je vous retrouve en 2023 pour une nouvelle session d'actualité remplie de plusieurs contenus économiques. Merci de rester fidèles au programme de Ecofin Télévision.